C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'opposition sénégalaise qui fait marche arrière. La manifestation contre le pouvoir prévue ce mercredi a été reportée à une date ultérieure. Elle a également annoncé lors d'une conférence de presse qu'elle participerait finalement aux élections législatives du 31 juillet. Nous serons à Dakar dans ce journal. L'ambassadeur américain en Libye en visite dans le pays pour tenter de débloquer la crise du pétrole. Depuis mi-avril, le pétrole est utilisé comme une arme politique. De nombreux sites ont été fermés de force, conséquence d'un bras de fer entre deux gouvernements rivaux. Les détails à suivre. Le personnel de santé zimbabwéen de nouveau en grève. Ils réclament une hausse significative de leur salaire et l'amélioration de leurs conditions de travail. Reportage de nos envoyés spéciaux à Harare à la fin de ce journal. La tension est retombée au Sénégal. L'opposition a décidé de renoncer à ces manifestations contre le pouvoir, des rassemblements interdits par les autorités. La dernière manifestation mi-juin avait dégénéré en heurts mortels. Le principal opposant, Ousmane Sonko, a par ailleurs annoncé que l'opposition participerait finalement aux élections législatives du 31 juillet. Écoutez. Et notre principale force, nous, c'est le peuple sénégalais. Et nous sommes obligés d'écouter ce peuple sénégalais. Et ce peuple-là, dans sa majorité, a exprimé un souhait. C'est de nous demander de surseoir pour les raisons qu'on va évoquer. On est dans la phase des examens scolaires. Aujourd'hui, beaucoup d'écoles ont fermé, d'autres ont décidé d'arrêter à midi. On est dans la phase des examens scolaires et c'est nos enfants qui vont faire ces examens. Deuxièmement, on est dans la période de la préparation de la fête de la Tabaski et tout le monde sait ce que ça représente au Sénégal. Je vous propose de revenir sur cette journée au Sénégal marquée par l'apaisement avec notre correspondant à Dakar, Eliman Daou. C'est un vent de dégel qui semble souffler sur le paysage politique sénégalais. La coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi renonce jusqu'à une période plus favorable à ces manifestations de rue. Selon Aïda Mbodj, une des leaders de la coalition, ce matin, face à la presse, l'opposition avait prévu des manifestations ce mercredi à Dakar et dans d'autres villes du Sénégal pour s'opposer à la décision du Conseil constitutionnel de bloquer sa liste nationale des titulaires pour la participation aux élections législatives de juillet 2022. De son côté, Ousmane Sonko, des principaux opposants à Macky Sall, estime que l'opposition n'a rien à gagner en poursuivant cette stratégie d'occuper la rue. Pour lui, le principal enjeu de ces élections législatives est la question du troisième mandat du président Macky Sall. Pour lui, si l'opposition est majoritaire à l'Assemblée nationale au soir du 31 juillet, cette question sera close une bonne fois pour toutes. Yewwi Askan Wi partirait ainsi à ces élections législatives avec sa liste des suppléants où ne figurent pas les titulaires, les leaders de la coalition. Elle appelle cependant à la poursuite de la mobilisation à travers un nouveau concert de casseroles. Il y a une semaine, le premier concert de casseroles lancé par la coalition d'opposition était très suivi à Dakar et dans d'autres villes du Sénégal. En bref, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé mercredi de prolonger d'1 an sa mission de paix au Mali. Une résolution sur le prolongement de la MINUSMA jusqu'au 30 juin 2023, rédigée par la France, a été adoptée par 13 voix sur 15. La Russie et la Chine se sont abstenues. Le fait est suffisamment rare pour être souligné. Les 4 chefs coutumiers du Burkina Faso ont décidé de sortir du silence pour évoquer et mettre en garde contre la division du pays. Ces dernières semaines, des messages audio au relent ethnique ont été diffusés par des inconnus faisant planer des menaces sur la cohésion sociale et l'unité nationale. Les précisions de notre correspondant à Ouagadougou, Abdoulaye Bari. Cette rencontre inédite est la preuve de la gravité de la situation sécuritaire au Burkina. Une crise sécuritaire qui fait désormais planer des réelles menaces sur la cohésion sociale et l'unité nationale. Ces dernières semaines, des messages audio au relent ethnique ont été largement diffusés sur les réseaux sociaux, faisant ainsi craindre le pire. Il s'agit ainsi donc pour les chefs coutumiers de tirer la sonnette d'alarme face à la dégradation continue de la situation sécuritaire au Burkina. La situation est préoccupante. Malgré les actions entreprises, les résultats restent en deçà des attentes des populations. Nous, chefs supérieurs coutumiers et traditionnels du Burkina Faso, condamnons toute atteinte à la vie, à l'intégrité physique, morale et psychique de toute personne, quelle que soit sa race, son ethnie, sa religion,
son appartenance politique et idéologique. Les chefs coutumiers mettent ainsi les militaires au pouvoir devant leurs responsabilités et appellent les Burkinabés à l'unité. C'est une pression supplémentaire sur la junte au pouvoir à Ouagadougou, à quelques jours du sommet de la CEDEAO, prévu le 3 juillet prochain à Accra, au Ghana. Direction le Cameroun, où au moins 32 personnes ont été tuées le week-end dernier à Balin, dans la région anglophone du sud-ouest du pays. L'attaque aurait été perpétrée par des séparatistes anglophones, selon un communiqué de l'armée camerounaise. Ils ont ouvert le feu sur une foule qui assistait aux obsèques du frère d'un député. On fait le point avec notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. C'est une escalade de plus dans la violence qui sévit dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun depuis plus de 5 ans. Cette fois, affirme le porte-parole de l'armée camerounaise, l'attaque s'est produite dans l'arrondissement d'Akwaya, frontalier du Nigeria, dans la région du sud-ouest. Selon le colonel Cyril Atonfak, un groupe de séparatistes anglophones lourdement armés a fait irruption lors des obsèques du frère d'un député et a ouvert le feu sur la foule avant d'incendier le domicile du député et de mettre le feu sur le cercueil du défunt, une attaque qui a fait au moins 32 morts et des dizaines de blessés. Ce massacre survient au lendemain de la publication d'un rapport accablant de l'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch contre les séparatistes armés anglophones accusés de pires exactions contre les populations civiles. Le rapport documenté fait état de viols, d'assassinats et d'enlèvements. L'ONG recommande que les milices qui commettent ces exactions contre les populations civiles soient identifiées, poursuivies et sanctionnées par la justice. La visite de l'ambassadeur des États-Unis à Tripoli, Richard Norland, a mis en garde mercredi les protagonistes rivaux en Libye contre l'utilisation du pétrole comme arme dans leur querelle politique. Les tensions entre l'Est et l'Ouest du pays ont largement paralysé l'industrie pétrolière depuis avril. Les précisions de Camille Nedelec. Alors que le prix du pétrole flambe, les États-Unis sont à la recherche de solutions. Le pétrole libyen pourrait en être une. Le pays est doté des réserves les plus abondantes d'Afrique, mais les exportations sont régulièrement déstabilisées par le conflit entre l'Est et l'Ouest. Washington a mis en garde contre tous ceux qui se serviraient du pétrole comme une arme politique. Il est très clair pour nous que la fermeture actuelle du secteur pétrolier doit prendre fin immédiatement et que la gestion des revenus pétroliers libyens au profit du peuple est plus importante que jamais. Le pays est divisé en deux, avec un gouvernement à Tripoli et un autre dans l'est du pays. Des installations pétrolières de Sirte ont été fermées de force, tout comme 6 autres installations fermées depuis avril par des groupes armés proches du camp de l'Est. Tripoli dénonce le prise en otage des ressources pétrolières du pays, alors que la trésorerie nationale en dépend. Nous assistons à une crise de l'énergie et de l'électricité dans notre région. La colère du peuple monte. Le peuple libyen est de plus en plus frustré. Des pourparlers ont démarré mardi à Genève entre les deux présidents rivaux pour organiser des élections dans l'espoir de résoudre l'impasse politique et pétrolière. Dans le reste de l'actualité en bref et en images, au Bénin, le gouvernement met en garde les groupes terroristes contre toute tentative de recruter de nouveaux membres au sein de la population. L'armée béninoise est déployée dans le nord du pays, confrontée à une multiplication d'attaques meurtrières menées par des terroristes en provenance du Niger et du Burkina Faso. L'Union africaine, préoccupée par l'escalade de tensions entre l'Éthiopie et le Soudan, lui a appelé les deux pays à s'abstenir de toute nouvelle opération militaire. Khartoum accuse l'armée éthiopienne d'avoir exécuté en territoire éthiopien 7 soldats soudanais dans la zone frontalière contestée entre les deux pays. Et l'Éthiopie accuse de son côté des soldats soudanais d'être entrés en territoire éthiopien, déclenchant un accrochage avec une milice locale. L'état de santé de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, jugé préoccupant. Il a été hospitalisé dans une clinique de Barcelone en Espagne. Déclaration de l'actuel chef de l'État, João Lourenço, en marge d'un déplacement au Portugal. Âgé de 79 ans, José Eduardo dos Santos a été placé en soins intensifs la semaine dernière.
Pour finir, je vous emmène au Zimbabwe où le personnel de santé est à nouveau en grève. Leurs revendications sont claires. Ils demandent à décupler leur salaire et à améliorer leurs conditions de travail dans un pays rongé par l'inflation. Reportage de nos envoyés spéciaux dans le pays, Caroline Dumais et Stéphane Carstens. Les patients qui se sont rendus à l'hôpital d'Harare ont trouvé porte close la semaine dernière, quand pendant 5 jours consécutifs, une nouvelle grève des infirmiers s'est avérée très suivie. Certains aides-soignants ne gagnent que 50 € par mois. Le gouvernement propose de doubler les salaires, mais le geste paraît insuffisant dans un pays où l'inflation est de 130%. On a essayé de négocier avec notre employeur. Ça fait 14 mois maintenant. Et même en tant qu'association, on a écrit au secrétaire permanent. Mais on attend. Et on n'a toujours rencontré personne pour discuter de tout ça. Le personnel de santé affirme qu'il n'a pas les médicaments de base pour travailler. Il n'y a aucun équipement pour détecter les cancers. Le gouvernement promet de leur venir en aide. Nous avons montré notre bonne foi en acceptant de les payer 175 $, en dollars américains. Le personnel de santé ne veut plus être payé en dollars zimbabwéens. Pour la porte-parole de l'opposition, le dysfonctionnement des hôpitaux est le résultat de décennies de mauvaise gouvernance. La corruption, l'échec dans les choix financiers, le manque d'expertise, il n'y a aucun spécialiste de la santé au sein du ministère. Toutes ces choses ont contribué à cette crise. Les infirmiers zimbabwéens assurent qu'ils continueront la grève si le gouvernement ne leur assure pas un salaire de 500 € dans les prochaines semaines. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition Célia Caracena. Merci à vous de nous être fidèles. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. En octobre 2018, l'augmentation des prix du carburant est à l'origine d'un mouvement social spontané, les Gilets jaunes. Presque 4 ans après le début des manifestations, les rassemblements ont encore lieu sous le même étendard, mais sans la même résonance. Ce qu'on a gagné là-dedans, c'est qu'on a réveillé quand même énormément de conscience. Profondément anti-Macron, les Gilets jaunes se battent pour l'amélioration du niveau de vie des classes populaires. Certains auront laissé une partie d'eux-mêmes dans cette lutte. D'une seconde à l'autre, j'ai perdu un œil, une identité. À ce moment-là, je suis défiguré. Billet retour chez les Gilets jaunes, à retrouver sur France 24 et france24.com. We're on the cusp of being ready because actually technology and the world of all these apps on our smartphones is absolutely allowing us to finally free ourselves from the car, but simply use mobility as a service, whether that means renting scooters or e-bikes. The cities that already have a walkable street grid are in the best position to really do that. I think for those of us who were able to work from home, suddenly we've seen a generation reject the commute. They don't want to go back into the office. It's not that they don't want to be around people. They don't want to only be online in their home. They're kind of crazy by the end of the day to be able to get out and feel some connection to that larger community and that larger space. I think it means we have to really start paying a lot more attention to the design of our public realm, especially our streets. They've increasingly become dominated by cars, and they're not always very attractive. They're often pretty lousy places to be. Cities are reallocating the space. They're putting their streets on road diets, taking away some of that space from the cars to put in wider sidewalks, more bike lanes, dedicated transit lanes. The
biggest challenge is to climate change is to try to really reduce how much we drive and to live more compactly so that instead of single detached houses and buildings, we live where we share a wall or a floor so that we use a lot less energy. Again, reduce our emissions that way. So if we can make living compactly an attractive choice and integrating new technologies like transit and scooters, but in a manner that allows us to live more compactly and less reliant on the car.